63, ça ne fait rien. Ce n'est pas une étape importante. Ce n'est pas un chiffre rond. Ça sonne juste fatigué. J'ai passé la matinée comme d'habitude. Un café noir, les mots croisés, le bruissement de la balançoire sous moi, et la vue d'une pelouse qui refuse de rester verte, malgré tous mes arrosages. C'était calme, confortable, ce sentiment de solitude auquel je me suis habituée depuis qu'Ezra ne m'adresse plus la parole. Puis on a frappé. Pas le coup impatient du facteur ou du gamin du voisin qui vendait des coupons. Juste un coup, puis le bruit de pas qui s'éloignait. J'ai ouvert la porte et j'ai vu la boîte en papier craft, soigneusement scotchée d'un fin ruban bleu noué en son milieu. L'écriture ne faisait aucun doute. Je ne l'avais pas vue depuis 3 ans, mais je l'aurais reconnue les yeux fermés. Ezra écrivait comme un plan. Précis, sans courbes inutiles, toujours à l'encre bleue. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je restais plantée là, pieds nus sur le paillasson, à contempler les lettres nettes qui formaient mon nom. Marlène Grieve. Je le murmurais comme si cela pouvait sonner différemment venant de lui. De retour à l'intérieur, je posai le paquet sur la table de la cuisine. Le café avait refroidi. Je le réchauffai et m'assis, les mains jointes sur mes genoux, comme si j'attendais qu'on m'appelle. Après 3 ans de silence, pas même une carte quand j'ai eu une pneumonie, pas un mot quand ma sœur est décédée. Et voilà que, finalement, la curiosité l'emporta. À l'intérieur du papier se trouvait une boîte blanche, et à l'intérieur, nichés dans du papier de soie comme s'ils étaient fragiles, se trouvaient des biscuits, des dizaines, soigneusement glacés, chacun différent. Fleurs bleues, feuilles dorées, étoiles saupoudrées de sucre, tous faits main. Ezra n'avait jamais fait un seul jour de pâtisserie de sa vie. Aucun mot, à part une petite carte collée à l'intérieur du couvercle. Joyeux anniversaire, maman. On recommence. Je serrai la carte comme si elle allait disparaître si je cligne des yeux. Ma gorge se serra. Pas vraiment une boule, juste cette douce douleur qui s'insinue quand on veut que quelque chose soit vrai. Mais ne vous y fiez pas encore. Je ne les ai pas mangés. J'en avais envie, mais je ne l'ai pas fait. Peut-être était-ce de la fierté, peut-être de la peur, ou peut-être était-ce quelque chose de plus discret, quelque chose que je ne pouvais nommer mais que je ne voulais pas ignorer. J'ai glissé un biscuit dans un petit Tupperware, je l'ai fermé et placé au réfrigérateur. J'ai remballé le reste soigneusement. Ruth Langford habitait à seulement 15 minutes. La belle-mère d'Ezra. Elle avait toujours été gentille avec moi, surtout quand Ezra s'éloignait. Je me suis dit que si quelqu'un méritait une douceur, c'était bien elle, et il me semblait plus facile de les offrir que de me demander ce qu'elle signifiait. Cet après-midi-là, je suis allée en voiture. Le soleil était suffisamment bas pour projeter sa douce lumière orange sur les arbres, et ses carillons avandançaient déjà. Je lui ai tendu la boîte avec un sourire qui balayait ses protestations. Plus tard, à la maison, je restais sur le pas de la porte à contempler l'espace vide sur la table où se trouvait le paquet, et j'essayais de ne pas me sentir soulagée de l'avoir perdu. Le lendemain matin, alors que je me servais du café, le téléphone a sonné. J'étais à mi-chemin de ma 2e tasse de café quand la sonnerie a retenti. La sonnerie m'a fait sursauter. Ça faisait longtemps que personne n'avait appelé aussitôt, et encore plus longtemps que ce numéro n'était apparu sur l'écran. Ezra. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ma main est restée au-dessus du téléphone comme si elle allait me brûler. L'appel a vibré une fois de plus avant que je ne décroche. Bonjour. Salut, maman. Sa voix, douce et décontractée, s'est glissée dans la ligne comme si de rien n'était. Comme si 3 ans de silence ne s'étaient pas déposés entre nous comme un sédiment. Joyeux anniversaire. Un peu tard, je sais, Ezra. Je me suis assise lentement, serrant la tasse à 2 mains. J'ai bien reçu ton colis. Ouais. Un léger rire. Je n'étais pas sûre que tu l'ouvrirais. Je n'étais pas sûre que tu l'ouvrirais honnêtement. Je l'ai fait. C'était inattendu. Il y eut un moment de silence. Puis il demanda d'un ton un peu trop désinvolte. Alors, comment était-il? Les biscuits. Ouais. J'ai pris une inspiration. Oh, je ne les ai pas mangés. Je les ai donnés à Ruth. La ligne est devenue silencieuse. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille pour vérifier si la communication avait été coupée. Ce n'était pas le cas. Tu les as donnés à Ruth. Sa voix était différente maintenant. Plus aiguë. La chaleur s'est évaporée. Oui, dis-je lentement. Elle a toujours aimé les sucreries. Et eh bien, je ne savais pas quoi en faire. Il resta silencieux pendant un long moment. J'entendais sa respiration haletante et irrégulière, puis calme au début, puis avec une force croissante. Tu as fait quoi? Les mots me frappèrent comme une claque.
Je clignai des yeux, stupéfaite. Moi, Ezra, qu'est-ce qui ne va pas? Ils n'étaient pas pour elle, rétorqua-t-il. Ils étaient pour toi. Seulement pour toi. Sa voix se brisa, non pas de tristesse, mais d'autre chose. De la frustration, peut-être même de la panique. Je n'en savais rien. Je restais figé, le café refroidissant dans mes mains. Je ne savais pas que j'avais dit ça d'une voix faible. Exact. Bien sûr que non. L'amertume me transperça, épaisse et étouffante. Ça ne se fait jamais. Il raccrocha avant que je puisse ajouter quoi que ce soit. La tonalité bourdonnait dans mon oreille. Je reposai lentement le téléphone, les yeux rivés sur le comptoir. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, pas vite, mais profondément, comme s'il voulait être entendu. Seulement toi. C'est ce qu'il avait dit. Je me suis levé, je me suis dirigé vers le réfrigérateur et je l'ai ouvert. Le petit contenant était toujours là. Un biscuit parfait, intact. J'ai fermé le réfrigérateur et me suis appuyé contre le comptoir, soudain glacé. C'est alors que l'autre téléphone a sonné, la ligne fixe du couloir. Presque plus personne ne l'utilisait. Je me suis dirigé vers lui, l'angoisse déjà grandissante. Le téléphone a grésillé quand j'ai décroché, comme si le récepteur avait oublié comment porter la voix. Marlène, c'était la femme de Leah Ezra. Oui. Sa voix était tendue, cassante. C'est Ruth. Elle est à l'hôpital. Je me suis assis sans le vouloir. Que s'est-il passé? Elle s'est effondrée ce matin. Vomissement, désorientée. J'ai cru à la grippe, mais ça a empiré. Elle ne pouvait plus se tenir debout. Elle était confuse. Les urgences disent qu'ils n'ont rien trouvé de définitif. Ils font des analyses en ce moment. J'ai eu la bouche sèche. A-t-elle mangé quelque chose d'inhabituel? Un silence. Elle a parlé de biscuits. Elle a dit que tu les lui avais apportés. Moi, si. Je lui ai donné la boîte qu'Ezra m'avait envoyée. Leah n'a pas parlé. J'entendais les bruits de l'hôpital en arrière-plan. Les talons des moniteurs sur le carrelage, un chariot grinçant dans un couloir. Tu crois qu'ils ont pu la rendre malade? A-t-elle finalement demandé. J'ai dégluti. Je ne sais pas. Je n'en avais pas besoin. Un autre silence. Si tu penses à quoi que ce soit, tu me le diras. Oui, ai-je murmuré. Bien sûr. Nous avons raccroché et je suis restée assise dans la pénombre, les yeux rivés sur le mur. Le soleil de l'après-midi s'était éteint, laissant le salon dans une brume terne. Je n'ai pas allumé les lumières. Je suis restée immobile pendant un long moment. Plus tard, à la nuit tombée, je suis allée dans la cuisine avec l'instinct désordonné de quelqu'un qui cherche l'ordre. J'ai commencé à nettoyer, à essuyer les surfaces, à plier les serviettes inutiles. J'ai ouvert la poubelle pour la vider et j'ai vu quelque chose au fond. Une petite bouteille en plastique transparent, comme celle que l'on trouve dans les vitamines. Pas d'étiquette, juste un léger anneau de poudre blanche accroché à la paroi intérieure. Je l'ai ramassée et l'ai retournée. Ce n'était pas la mienne. Je ne l'avais jamais vue. Le bouchon était toujours vissé. J'ai ouvert le réfrigérateur. Le biscuit était toujours là, niché dans sa petite boîte, comme s'il attendait ce moment. Mes mains tremblaient en le sortant. Je ne me souvenais même plus pourquoi je l'avais gardé. Une douceur pour plus tard. Un petit geste pour moi-même. Maintenant, je ne pouvais plus le regarder sans avoir la nausée. J'ai emporté le biscuit et la bouteille vide dans le bureau et les ai posés sur le bureau. La lumière de la lampe faisait scintiller légèrement les cristaux de sucre. Je me suis assise et j'ai joint les mains, les fixant comme si elles allaient cligner des yeux. Étais-je la cible? Était-ce pour moi? Les questions étaient là, trop grandes pour être abordées. Plus tard, juste avant de me coucher, j'ai appelé le laboratoire où travaillait Janelle Maroro. Elle me devait une faveur. Je n'ai pas dit grand-chose, juste que j'avais besoin de quelque chose à tester discrètement. Elle a dit qu'elle pouvait me retrouver demain matin. J'ai raccroché et suis resté un long moment au milieu de la pièce avant d'éteindre la lumière. Dans le silence, j'entendais encore la voix d'Ezra dans ma tête. Tu as fait ce que le cookie est resté au frigo cette nuit-là. La peur aussi. Le laboratoire était caché derrière un complexe de cabinets médicaux en périphérie de la ville, le genre d'endroit qu'on ne remarque pas à moins de le chercher. Janelle est venue me chercher elle-même sur le parking. Sa blouse était trop impeccable pour l'heure. Elle n'a pas posé beaucoup de questions, se contentant de hausser un sourcil quand je lui ai tendu le récipient. « C'est le genre de service que je regretterais », a-t-elle demandé d'un ton léger. J'ai essayé de sourire, mais je n'y suis pas parvenue. « Dis-moi juste ce qu'il y a dedans », a-t-elle acquiescé et a disparu par la portière latérale. Je me suis assis dans ma voiture, moteur allumé et radio éteinte.
J'avais froid aux mains. Je n'ai pas démarré. Je ne pouvais pas. Les souvenirs s'infiltraient comme de l'eau sous une porte. Ezra, à 8 ans, pliait des serviettes à table avec une précision géométrique. Ezra, à 10 ans, piquait une colère quand j'avais réorganisé le garde-manger par couleur plutôt que par taille. Ezra, à 12 ans, refusait de me parler pendant une semaine entière parce que j'avais oublié d'utiliser la bonne marque de ketchup sur son sandwich. À l'époque, j'appelais ça des bizarreries. Il disait qu'il était difficile, sensible, brillant à l'école, obéissant en public, un enfant modèle sur le papier. Mais je me souvenais aussi de sa façon de regarder les gens manger. De me regarder. De la fois où j'avais fait des cookies aux noix par erreur et où il en avait recraché un à la poubelle, puis s'était frotté la bouche jusqu'au sang. De sa façon de rester complètement immobile quand il était déçu, comme s'il le gardait pour plus tard. Une infirmière de l'hôpital appelait en milieu de matinée. L'état de Ruth ne s'était pas amélioré. Il transférait son cas en médecine interne. Toujours pas de diagnostic. Personne n'avait parlé des cookies et je n'en avais pas parlé spontanément. J'étais assis dans la cuisine, attendant que Janelle m'appelle, les mains serrées autour d'une tasse de thé que je n'avais pas bu. La tasse est devenue froide. La maison grinçait autour de moi, comme si elle m'écoutait. Ezra avait toujours été doué pour les jeux à long terme. Il n'explosait pas comme certains enfants. Il planifiait, tenait les choses en main. On pouvait le voir prendre une légère lime, la ranger et la ramener plus nette plus tard. Quand le téléphone a sonné juste après midi, j'ai sursauté. « C'est Janelle », a-t-elle dit. On a fait les analyses standards. Puis je les ai fait approfondir. J'ai retenu mon souffle. Il y a quelque chose dans le biscuit, a-t-elle dit. Des traces d'un composé apparenté à l'aénitum. L'aconite de moine. C'est hautement toxique. Rare à trouver dans la nourriture. Certainement pas un accident. J'ai fermé les yeux. Tu as dit que quelqu'un en avait mangé. Je ne pouvais pas lui répondre. Elle a hésité. Je vais écrire ça tranquillement. Après avoir raccroché, je suis resté assis un long moment. Mon fils m'avait envoyé du poison dans une boîte cadeau. Une boîte que j'avais laissée passer comme si de rien n'était. Plus tard dans la soirée, je me suis retrouvé dehors, à arpenter l'allée, incertain de ce que je cherchais. Le soleil se couchait. Le vent portait une légère odeur de cannelle. Ou peut-être n'était-ce qu'un souvenir. Puis mon téléphone vibra de nouveau. Numéro inconnu. Je décrochai. La voix à l'autre bout du fil était calme, saccadée et inconnue. Ici l'inspectrice Fallon-Reyes. Êtes-vous Marlène Grieve? J'hésitais. Oui, j'ai été adressée par le docteur Janelle Maroro. Elle dit, vous avez demandé une analyse toxicologique sur un aliment et demandé que tout résultat inquiétant soit transmis aux autorités. Est-ce exact? J'aurais voulu dire non. Prétendre à un malentendu pour préserver les derniers vestiges de ce qui était autrefois une famille. Mais je m'entendis dire, oui, c'est exact. Il y eut un silence, professionnel, mais pas méchant. Seriez-vous disposé à nous rencontrer pour discuter des résultats et de vos inquiétudes? J'acceptai, mais j'avais l'impression de signer un contrat définitif. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi-là dans un petit bureau niché derrière le commissariat. Rien de dramatique. Reyes paraissait jeune pour une inspectrice, la trentaine peut-être, avec un regard perçant qui ne se reposait pas longtemps. Il m'a proposé de l'eau, que j'ai refusée. Mes mains ne cessaient de bouger, pliant et dépliant un mouchoir que j'avais apporté sans m'en rendre compte. Il a commencé doucement, m'a demandé depuis combien de temps j'étais séparée d'Ezra, à quelle fréquence nous parlions, quand j'avais reçu le colis, ce qu'il contenait, comment Ruth Langford était entrée en scène. J'ai répondu à chaque question avec autant de clarté que possible, évitant l'émotion qui menaçait de refaire surface. Il m'a écouté attentivement, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Il ne m'a pas interrompu. Puis il a posé les questions les plus difficiles. Croyez-vous que votre fils voulait vous faire du mal? J'ai regardé mes mains. Je ne veux pas y croire, ai-je dit. Mais le biscuit était empoisonné. Ruth ne l'a pas fait cuire. Je ne l'ai pas fait cuire. Il l'a envoyé. Et la bouteille que tu as trouvée dans la poubelle, ce n'était pas la mienne. Le timing était parfait. Une raison pour laquelle il voudrait te faire du mal? Des motivations financières? Des tensions familiales? J'ai tressailli. Il m'en veut. Depuis toujours, je crois. Il me reproche des choses que je ne pouvais pas réparer. Reyes hocha légèrement la tête, mais je vis le doute flotter entre ses yeux. Tout ce que j'avais, c'était un biscuit empoisonné et un pressentiment. Pas d'empreinte digitale, pas de témoin, pas d'aveu. Il se pencha en avant. Serais-tu prêt à soumettre le biscuit et la bouteille comme preuve?
Ouvrons une enquête formelle. J'ai hésité. J'avais l'impression d'une trahison, même si je savais que ce n'était pas le cas. Même si Ezra avait agi le premier. Oui, ai-je dit enfin. S'il y a une chance qu'il ait déjà fait ça ou qu'il recommence, je ne peux pas l'ignorer. Il hocha la tête et se leva, signalant la fin de la réunion. Nous enregistrerons les éléments et vous tiendrons informés. Si quelque chose change, s'il vous plaît, appelez-moi directement. En sortant de la gare, le ciel commençait à s'assombrir. Je suis montée dans ma voiture, j'ai verrouillé les portes par habitude et je me suis assise, les mains sur le volant. Ce n'était pas vraiment de la culpabilité. C'était quelque chose de plus ancien, de plus profond. La certitude que la maternité ne s'arrêtait pas simplement parce que l'enfant avait changé. La partie de moi qui avait autrefois préparé les repas d'Ezra restait silencieuse et abasourdie, essayant de comprendre comment le garçon que j'avais élevé était devenu l'homme qui m'avait envoyé une boîte de poison enveloppée dans un ruban. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai laissé la lumière du couloir allumée. Chaque ruisseau de la maison m'obligeait à rester assise et à écouter. Au matin, j'avais décidé. S'il ne voulait pas que je sache de quoi il était capable, il aurait dû être plus prudent. J'irais le voir, non pas comme sa mère, mais comme la femme qu'il sous-estimait, et j'apporterais un enregistreur. Ezra ouvrit la porte avec un sourire crispé, le genre de sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il paraissait plus maigre que dans mes souvenirs, comme si quelque chose en lui s'était lentement creusé. « Maman, dit-il en s'écartant. C'est une surprise. » Je forçai un sourire. J'avais entendu parler de Ruth. Je voulais prendre de ses nouvelles, voir comment elle allait. Il hocha la tête en me faisant signe d'entrer. Elle est toujours à Saint-Luc. Léa est avec elle. Il pense que c'est un virus. J'acquiesçai comme si j'y croyais. Le téléphone dans la poche de mon manteau enregistrait déjà. Sa cuisine était impeccable, comme toujours, un endroit où chaque chose avait sa place, jusqu'à l'angle du bloc à couteau. Je pris un ton léger. « Je suis désolée qu'on n'ait pas pu discuter davantage l'autre jour, » dis-je. Les cookies étaient délicieux. Ezra haussa un sourcil. « Vraiment ?» Je regardai son visage. Je n'y avais pas goûté, en fait. Ruth était ravie. Elle disait que celui en forme d'étoile était son préféré. Et voilà, le scintillement. À peine une pause, mais suffisante. Ses yeux se plissèrent une seconde, et sa voix s'adoucit. Ruth choisit les étoiles. Je n'avais pas dit quelle forme elle mangeait, seulement qu'elle en aimait une. Oui, dis-je lentement. Elle en parla. Il se tourna vers l'évier, rinçant un verre qui n'avait pas besoin d'être lavé. Elle aimait toujours ce qui était joli. Toujours plus préoccupée par l'esthétique que par ce qu'il y avait en dessous. Je l'observai. Tu ne m'avais jamais dit que tu avais commencé à cuisiner. Il rit, mais ça sonnait faux. Nouveau passe-temps. Un beau moyen de se détendre. Où as-tu appris à utiliser l'aconite? Il se figea. Ni visiblement, ni dramatiquement. Mais quelque chose bougea dans sa colonne vertébrale. Une immobilité qui me dit qu'il réfléchissait à sa réaction. Je ne sais pas ce que c'est, dit-il trop vite. Le docteur Marrero, oui. Il tourna le verre toujours dans sa main. Tu es allé voir Janelle. Elle a fait le test. C'était dans le biscuit. Ezra, je ne sais pas ce que tu fais, dit-il en posant son verre avec précaution. Mais des accusations comme celle-là, ça finit mal, surtout sans preuve. Je crois que tu m'en as déjà assez dit, dis-je doucement. Tu as fait une gaffe. Il me fixa longuement. Son visage resta immobile, mais quelque chose dans ses yeux, oui. Une lueur de calcul. Tu m'as toujours mal compris, dit-il. Non, dis-je. Je crois que je te comprends enfin parfaitement. Je tendis la main vers mon sac à main, la main ferme. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il l'entendait. Alors que je me retournai pour partir, mon regard se posa sur le comptoir derrière lui. Là, partiellement masquée par un torchon, se trouvait une autre petite bouteille, de forme identique à celle que j'avais trouvée dans ma poubelle. Ezra remarqua mon regard. Il s'approcha nonchalamment pour bloquer le comptoir, comme s'il s'étirait. « Je devrais y aller, » dis-je. « Je t'ai déjà assez pris. »« Amuse-toi bien la Ruth, » dit-il d'une voix à nouveau légère. Je sortis dans l'air froid, tous mes nerfs en alerte. Le téléphone dans la poche de mon manteau fonctionnait toujours. Je ne l'arrêtai qu'une fois de retour dans ma voiture, moteur en marche. J'envoyai l'enregistrement à l'inspecteur Reyes avant de pouvoir changer d'avis. Et puis je suis allé directement à Saint-Luc. Ruth était toujours inconsciente. Léa était assise à côté d'elle, les yeux lus. Je lui ai raconté ce que j'avais à dire. Quand je suis partie, le soleil était couché et le ciel était lourd.
Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé, la lumière du couloir allumée par le téléphone à côté de moi. Je ne fermais pas les yeux plus de quelques minutes à la fois. Quand la sonnerie a finalement sonné à 3h17, je n'ai pas bronché. L'inspecteur Reyes appelait juste après le lever du soleil. L'enregistrement audio était suffisant. Associé aux résultats toxicologiques du rapport médical de Ruth, cela leur a donné le mandat dont ils avaient besoin. Ezra a été interpellé avant midi. Calme, posé, comme s'il avait tout répété. Je ne suis pas allé au poste. Il n'y avait plus rien à dire. Ruth s'est réveillée lentement au cours des jours suivants, confuse, puis reconnaissante, puis silencieuse. Je me suis assis avec elle quand Leia ne pouvait pas. Elle n'a pas demandé de détails, et je n'en ai pas donné. Un après-midi, je lui ai pris la main et lui ai dit « Je suis désolée ». Elle l'a serrée une fois. C'en était assez. Leia a pleuré dans ma cuisine plus tard dans la semaine. Elle a dit qu'elle aurait dû se douter qu'Ezra était devenu étrange et distant. Elle avait trouvé d'étranges annotations dans ses journaux, des bocaux de plantes séchées qu'elle ne reconnaissait pas. Elle pensait qu'il se contentait de gérer ce qu'elle ignorait. Il s'est avéré qu'Ezra écrivait sous un faux nom sur d'obscurs forums d'herboristes depuis des années. Des descriptions d'extraction, de dosage, d'interaction, un ton académique, glaçant avec le recul. Certains termes correspondaient exactement à ce que révélait l'analyse sanguine de Ruth. Tout se résumait à une seule décision, un biscuit que je n'avais pas mangé. J'ai sorti la boîte du réfrigérateur par un mardi matin calme. Le biscuit était encore intact, bien que le glaçage ait terni. L'inspecteur Reyes m'avait remis un sac scellé contenant des preuves le jour de l'arrestation d'Ezra, au cas où je souhaiterais le conserver. Non pas par vengeance, avait-il dit, mais pour plus de clarté. J'ai glissé le biscuit dans le sachet et j'ai refermé le sachet. Il semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Ce soir-là, j'ai vidé une petite boîte ignifuge du placard de l'entrée et placé le biscuit. À côté, j'ai ajouté la carte du paquet. Joyeux anniversaire, maman. On recommence. J'ai verrouillé la boîte et je l'ai posée sur l'étagère la plus haute, pour ne pas oublier ce que j'avais failli manquer. Je suis restée longtemps dans la cuisine après ça. La maison était silencieuse autour de moi, l'air immobile. Puis j'ai éteint la lumière et j'ai traversé le couloir, incertaine si je me sentais à nouveau en sécurité ou si j'avais jamais vraiment eu ce sentiment.